Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi et c'est le samedi quand nous allons parler des opportunités en bourse. Et oui, c'est ce que vous m'avez demandé lors du café de dimanche dernier dans les commentaires. Et chose promise, chose faite. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo pour faire un tour des marchés qui ont beaucoup baissé, donc certains sont déçus, certains pas. Donc nous allons faire un tour, je vais vous présenter des valeurs que moi je trouve intéressantes et pas que. On va parler globalement des valeurs qui sont les plus connues, qui ont fait beaucoup de bruit en fait sur le marché, et je vais vous donner mon avis. Au début de cette vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il faut absolument s'inscrire à la chaîne Mind de Cash pour faire partie de notre équipe. Il y a également le site minddecash.fr où je fais des publications quasiment tous les jours dans mon blog. Il y en a également du Telegram où vous pouvez rejoindre nos discussions quotidiennes sur la bourse, sur les finances, sur la vie, sur plein de sujets assez intéressants où je fais parfois aussi des posts flash avec quelques opportunités, avec des actualités que moi je trouve importante, voilà. Et si vous voulez aider le projet Mind de Cash, il y a un moyen de faire une donation parce que je fais gratuitement ces vidéos juste pour un like. Si vous voulez pas faire une donation, c'est pas un problème du tout, mais s'il vous plaît, un like c'est obligatoire. Si vous regardez cette vidéo, elle est gratos, donc ça me fait plaisir de travailler pour vous, mais c'est beaucoup du travail, c'est beaucoup de temps, donc j'espère que le like pour vous, ça coûte rien. Je sais que ça coûte rien, c'est pour ça que je le demande. Voilà, donc là on va commencer très rapidement. En fait, le format de cette vidéo sera suivant, je vais faire un tour rapide. Excusez-moi d'avance que si je rentre pas trop en détail dans les sociétés, parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. C'est pas mon but. Mon but, c'est de faire un tour rapide sur les opportunités. Je vais vous donner mon opinion rapidement. On va regarder les ratios. Quand c'est possible, on va regarder aussi l'analyse technique. Voilà, ça va aller très vite aujourd'hui. Et le concept de choix, de sélection des opportunités est le suivant. Je trouve que la situation macro est très compliquée. Nous vivons dans un monde très imprévisible. J'ai l'impression que cette année 2022, comme je dis dans les vidéos de Café de Dimanche, qui sont consacrées justement à la macro et celle que je vais publier demain, c'est la période vraiment difficile. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des moments aussi risqués de point de vue macro. Pourtant, les marchés, pour l'instant, tiennent bon. J'ai expliqué pourquoi dans le dernier Café de Dimanche, je peux revenir, je ne vais pas me répéter, mais dans tous les cas, il faut être conscient que les risques sont présents. Je pense que les risques vont se transformer plus dans les rotations cross-sectorielles, mais vers lesquels secteurs, ça c'est vraiment une grande question. Certains disent que c'est du value, mais moi je ne suis pas spécialement convaincu que ça sera uniquement du value. Globalement, il y a beaucoup d'incertitudes. Et dans ces circonstances, et notamment dans les circonstances de l'inflation élevée, et probablement dans les récessions, quand on a de l'inflation avec de la récession, il s'agit de la stagflation, c'est le phénomène économique pire qu'on puisse s'imaginer, il faut être 2 fois, même 10 fois plus vigilant. En fait, la sélection des actions que moi je fais, en général, c'est les actions qui ont baissé, qui ont devenu intéressantes de point de vue de la valorisation, mais surtout qui sont rentables. C'est les entreprises qui génèrent des flux financiers importants. Ce n'est pas nécessairement value du pur sens du terme, ce n'est pas nécessairement les histoires des gros dividendes, parce que souvent, surtout les débutants, quand on parle des valeurs value, on présume automatiquement les valeurs à fort dividende ou les dividendes, on va dire, conséquents. Non, en fait, même les valeurs qui ne versent aucun dividende peuvent pour moi être value, parce qu'en gros, elles génèrent des flux de trésorerie, les flux financiers pérennes, avec une très forte rentabilité. En gros, moi, stratégie de sélection, c'est justement de se focuser sur des valeurs qui sont pas chères et surtout rentables. Et ce sont les valeurs que je vais vous présenter aujourd'hui avec mon petit logo. Ça m'intéresse, voilà, ça va être comme ça. Et je veux vous dire si j'achète, si je l'ai déjà, est-ce que je pense de l'acheter. En gros, c'est comme ça que je vais vous présenter chacune de ces valeurs, non seulement de donner les données secs, mais aussi de vous donner mon avis par rapport à ces valeurs. On va rentrer tout de suite dans le dur du sujet, c'est le Netflix, c'est la déception pour beaucoup de personnes, parce que Netflix, justement, ça fait partie de beaucoup de portefeuilles des particuliers, et cette action, cette année, c'était vraiment catastrophique. Je veux vous parler un petit peu de l'historique de ma relation avec l'action Netflix. Elles ont été dures, parce que depuis des années, j'en parle, depuis des années, je n'y crois pas. Et vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a des anciennes vidéos où je suis encore tout jeune, tout rigolo, en train de parler de Netflix, que cette entreprise ne m'a jamais convaincu. Et en fait, finalement, ma défiance par rapport à Netflix, s'est réalisée que maintenant. Donc je ne dis pas que je donnais des bons conseils à l'époque, parce que évidemment, il a fait quand même un très beau parcours boursier, il faut l'admettre. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, Netflix, elle est
face aux des réelles difficultés boursières. Donc, il y a beaucoup des oiseaux ici, tout est ouvert, il fait tellement beau, donc je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière, mais bon, j'espère que ça fait un bon fond, comme ça pour parler des choses positivement. Voilà, maintenant on voit le graphique, en fait ça c'est le modèle de correction que je vous ai dessiné la dernière fois qu'on a parlé de Netflix, et comme vous pouvez voir, elle a presque sérialisé, je me suis juste trompé sur le support, donc on a cassé le support, on est arrivé au support de 188. Et à ce moment-là, je trouve que Netflix commence à être intéressant. J'ai fait un post assez détaillé sur le Telegram, que je vous invite encore une fois à rejoindre, que Netflix, à partir d'un certain niveau, ça commence à être un vrai investissement très intéressant parce que cette entreprise, actuellement, elle est rentable. On va regarder quels sont les chiffres de rentabilité de Netflix aujourd'hui. Et comme nous pouvons constater, c'est que, bon, déjà, on est descendu sur des niveaux 2,8 sur le price to sales. Avant, on était bien plus haut. Donc, pour ce type d'entreprises qui font des parties des groupes à la mode type Fang, c'est 2,8, c'est vraiment rien du tout. Donc après, les marges. Aujourd'hui, les marges sont assez confortables quand même pour un service de streaming. C'est pas mal parce que c'est devenu quand même le marché assez concurrentiel. Ensuite, les rentabilités restent juste énormes. On est proche de 10%. Bon, énorme. C'est très confortable. En fait, c'est très très bien. Et les retours on investment pour l'année en cours, ils frôlent presque 14%. Donc c'est vraiment très très bon chiffre. Ensuite, les endettements. L'endettement, ici, ça me gêne. Pourquoi l'endettement est élevé? Parce que ce type de business, déjà, à la base, naturellement, il génère des très faibles marges. Et d'ailleurs, c'était une des raisons pour moi je trouvais toujours ces business moins intéressants que les autres, parce que leur rentabilité, on va dire, naturellement, elle est faible. Parce que pour produire le contenu que propose Netflix, il faut dépenser beaucoup d'argent, et forcément, ça affecte l'endettement. Et forcément, ça crée déjà à la base un modèle moins rentable pour l'avenir. C'est un peu le même style d'entreprise, c'est un peu le même style de raisonnement comme par exemple pour Tesla. Pour Tesla, c'est exactement pareil. En fait, même si vous devenez un meilleur au monde, vous n'allez jamais produire les voitures avec un coût à zéro, comme si c'est le cas par exemple pour des entreprises qui travaillent dans le software. Bon, après, c'est pas les coûts à zéro, mais je parle des coûts matériels. En fait, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'acheter des matières premières de manière importante ou bien d'investir dans des infrastructures physiques très importantes et très coûteuses à maintenir. Donc, c'est ça l'avantage des entreprises qui vendent des services plutôt qui vendent des produits. Netflix vend des services, mais pour produire ce contenu, en fait, il faut quand même beaucoup investir parce que là, en gros, ils font leur propre série TV, comme vous le savez parfaitement. Donc, malgré cela, je trouve que le bilan, actuellement, il est 100. Donc, ça veut dire qu'on a l'endettement qui est en dessous de 100%. À l'époque, quand on vivait dans le contexte des taux à zéro, c'était pas du tout un problème. Maintenant, c'est peut-être un peu plus un problème. Ensuite, je ne sais pas comment elles gèrent leur exposition au taux. Peut-être ils ont du hedging et des choses comme ça. Mais ça, je ne le sais pas. Dans tous les cas, la rentabilité est là et on peut parler d'une bonne valeur de la catégorie B. J'ai jamais inclus, contrairement aux autres, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui incluent Netflix dans le nom Fang. Pour moi, N dans le Fang, c'était toujours Nvidia. À chaque fois, je le précisais. Pour moi, Netflix n'a rien à faire à côté des entreprises comme Amazon, comme Google, comme Microsoft, comme Meta, ou Facebook. Donc, parce que ça n'a rien à voir. Ce sont des entreprises avec des énormes avantages concurrentiels. Ce sont des entreprises qui gagnent énormément d'argent. Et donc, du coup, on ne peut pas comparer avec Netflix, qui est déjà d'office très peu rentable, donc déjà à la base, et en plus il opère sur un marché où il y aura forcément beaucoup de concurrence. Même quand on a débuté, il n'y avait pas tant que ça, mais c'est assez évident que les concurrents vont venir et très rapidement. Mais pourquoi je suis devenu un peu plus optimiste par rapport à Netflix actuellement? C'est tout simplement parce que maintenant déjà au niveau des cours on arrive à des niveaux assez intéressants et techniquement et fondamentalement, mais aussi parce que Netflix quand même il bénéficie toujours et encore de ce phénomène de Covid, parce que là elle a beaucoup bénéficié du Covid, et maintenant quand il publie de nouveaux résultats, quand Covid on a plus ou moins sorti dans beaucoup de pays, donc évidemment ça déçoit parce qu'ils ont eu une telle manne en fait qui est arrivée sur Netflix pendant les confinements, que maintenant quand elle publie, forcément les chiffres sont moins beaux et la valorisation Netflix était toujours très exigeante. Voilà, en fait, maintenant mon avis, maintenant du coup je suis positif, malgré que pendant toutes ces années j'étais très sceptique par rapport à cette entreprise. Pour moi elle n'a rien à faire dans la catégorie A, dans les FANG, et c'est pour ça que j'ai toujours préféré l'abréviation GAFAM plutôt que les FANG, parce que ce N me dérangeait toujours. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, j'y investis comme dans une entreprise de catégorie
catégorie B. Le problème de Netflix, le problème des investisseurs qui investissaient dans Netflix, c'est qu'il lui a attaché un peu trop d'importance, l'importance qu'il, honnêtement, il ne méritait pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En revanche, un autre volet qui m'intéresse un petit peu dans Netflix, c'est que c'est une entreprise qui peut bénéficier de la metaverse. Vous savez que c'est un peu mon sujet chouchou, et j'ai décidé quand même de franchir le pas et d'investir quand même un petit peu d'argent dans Netflix, mais ça reste une position assez médiocre dans mon portefeuille. En gros, elle est comparable avec les autres entreprises de la catégorie B, encore une fois pas A, où j'investis des sommes, confortables, mais pas nécessairement des sommes qui sont très exceptionnelles. Voilà, c'est tout pour Netflix. Vous avez mon avis, vous avez ma revue, et je vais passer sur une deuxième valeur. Voilà, ma deuxième valeur que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Coinbase. Pour ceux qui aiment les cryptos, il ne faut pas le présenter. Donc, c'est une plateforme d'échange des cryptos. Donc, je parle rarement des cryptos sur ma chaîne, même s'il y a une petite place sur le projet Mind de Cash consacré aux cryptos. Mais en tout cas, cette action ne m'intéressait jamais depuis son introduction en bourse en mai de l'année dernière. Donc, c'était une super hype pendant longtemps. Vous voyez la grosse bougie qui est remontée vers 400, je ne sais pas combien. Aujourd'hui, on s'approche à $100. Donc, vous voyez comment le monde peut changer vite. Maintenant, on est au plus bas historique, même si l'histoire n'est pas bien longue encore, n'est-ce pas? Comme vous le savez, quand j'analyse une entreprise, la première chose que je fais, c'est de la catégoriser, en fait. Est-ce que c'est la catégorie A, B, C ou D? Donc, je ne vais pas répéter ce que cela veut dire, je le fais régulièrement. Regardez les autres vidéos et faites partie de notre équipe. Vous allez tout savoir. En gros, les A, c'est les meilleurs. D, ce sont des startups. Et après, il y a des particularités dans les autres. En fait, qu'est-ce que c'est Coinbase? Pour moi, c'est le marché qui se développe très rapidement, comme c'est facile à comprendre. Et en plus, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Ça a changé un petit peu dans ma tête, que les cryptos font partie de notre quotidien et vont faire partie de l'avenir. Aujourd'hui, c'est la position que je prends fermement, et ce n'était pas toujours le cas. Si vous me connaissez depuis un moment, vous le savez parfaitement que j'étais très sceptique par rapport aux cryptos. Vous voyez, je suis un humain, je change mon avis, je reconnais que je change parfois mon avis. Ce n'est pas un problème, et surtout si vous êtes un investisseur, c'est plutôt un bon côté de votre caractère de savoir changer votre avis si la situation change. Pour moi, aujourd'hui, les cryptos ont déjà fait leurs preuves, on voit comment elles se comportent pendant les crises. Souvent, c'est pas un safe haven, je ne veux pas utiliser ce mot, mais c'est une alternative, n'est-ce pas? Ça reste un petit marché, ça reste un marché qui a beaucoup encore à prouver, ça reste un marché où il y a beaucoup de l'argent un peu chelou, mais dans tous les cas, c'est un marché qui a déjà fait ses premières preuves. Voilà, donc du coup, cela veut dire que Coinbase, elle a tout à fait droit d'être sur le marché, non déjà, c'est une plateforme qui va vivre, qui va se développer, etc., etc. Mais elle n'est pas la seule. Moi, j'interviens sur le marché de crypto-monnaie très passivement, mais j'ai déjà les comptes chez Kraken, par exemple, j'ai déjà les comptes chez Binance, que je n'utilise pas, j'ai déjà les comptes sur Lightbit. Donc d'ailleurs, vous pouvez trouver les parrainages, comme les nombreux parrainages que je propose aussi dans la description de cette vidéo, vous pouvez les trouver très facilement. Et donc, Coinbase, j'en ai aussi un compte que j'utilise très rarement, pour être honnête, mais pour moi, ils n'ont pas d'avantage concurrentiel, donc on ne peut pas parler de la catégorie A, automatiquement, on l'oublie. En revanche, si on regarde les ratios de Coinbase, on est agréablement surpris, mes amis. Regardez. N'oubliez pas qu'on est au plus bas historique. Donc déjà, au cours actuel, le PE ratio en dessous de 10, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche, vous savez, à total, vraiment des valeurs value. Tandis qu'évidemment, c'est une valeur de croissance. PE de 10, c'est pas du tout la valeur de croissance, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est beaucoup trop bas. Price to sales, tout à fait correct, juste 3,5. C'est tout à fait normal pour la société de croissance. Les marges, ça c'est pas mal. C'est pas Netflix, de loin, c'est double du Netflix, même plus que double. Et quand vous regardez les rentabilités, c'est juste de la folie, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Bon, j'ai peut-être vu GTT par exemple, là ça, mais ça me paraît vraiment un peu louche. Donc vous voyez 63%, ça peut ne pas être nécessairement représentatif. Vous voyez, c'est que ça peut changer, c'est un marché très jeune, ça peut être très volatile, je ne pense pas que ça va rester longtemps sur ces niveaux-là. Mais déjà, si cette entreprise génère une telle marge, ça veut dire qu'il a probablement quelque chose. C'est une marge qui dépasse largement les normes même de la catégorie A, donc cela veut dire qu'on peut la situer quelque part dans la bonne catégorie B, mais pourtant c'est une entreprise de croissance. Parce que regardez, les earnings per shares, 2000% de croissance, donc, mais encore une fois, c'est le business qui démarre, donc on ne peut pas se projeter que ça va durer comme ça pendant 20 ans. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment excellent. Donc au niveau de
pas de trésorerie, de solvabilité, c'est parfait. Donc, current ratio est 1,6, ça veut dire qu'ils ont largement plus de cash pour payer les dettes court terme, donc il n'y a pas de problème d'endettement. Et l'endettement général, même à long terme, représente seulement 53% de leurs fonds propres, ce qui est tout à fait raisonnable. Voilà, pour moi, Coinbase, ça peut être assez intéressant. Donc, au niveau de l'analyse technique, c'est un peu tôt parce que bon, elle est récente sur la bourse et on est au plus bas. Et clairement, de point de vue de valo, c'est pas nul. C'est vraiment, ça commence à être intéressant si on veut s'exposer. En fait, c'est une exposition aussi sur le marché crypto, mais pas que, parce que c'est une exchange des cryptos. Donc, forcément, si le marché de crypto coule, l'entreprise va couler. Mais est-ce que le marché de crypto coule? Je vous pose la question dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le marché de crypto est de l'avenir? Moi, je pense que oui. Et donc, du coup, Coinbase, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas profit, il ne tirerait pas profit de cet avenir des crypto-monnaies. Voilà, l'idée, Coinbase. Moi, personnellement, je n'ai pas encore, mais je veux l'acheter. Et très probablement, d'ailleurs, je vais initier ma première position avec des options. Je vous rappelle qu'il existe un club qui s'appelle Option Invest, où je postule mes positions sur le marché d'options, où il y a une grande formation sur les options. Vous pouvez le rejoindre, donc toutes les informations sont dans la description sous cette vidéo, ou bien sur le site moyendecash.fr. La prochaine valeur que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Match Group, c'est les sites de rencontres. J'en parle assez souvent dans mes vidéos parce que ça fait partie de la catégorie A, parce que c'est un gros réseau, c'est un gros moat en fait, donc parce que évidemment ceux qui veulent rejoindre les sites de rencontres vont utiliser certainement un des produits de Match Group. J'ai trouvé toujours extrêmement cher cette valeur, j'en parle déjà depuis les plus hauts et j'avais raison de ne pas l'acheter. Et pour l'instant, j'attends mon niveau de 70 $. On est très proche, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est assez bon. J'ai fait de l'analyse de cette valeur assez récemment, mais vu qu'on s'approche à un niveau de mon point d'entrée, je pense que je vais commencer à m'intéresser assez prochainement par rapport à cette valeur. Donc là, je vais vous rappeler juste les ratios très vite pour ne pas perdre le temps. Donc, vous voyez qu'on reste quand même super cher. Encore une fois, cette valeur aussi, elle aussi, elle a bénéficié de la crise de Covid, parce que quand tout le monde s'est retrouvé enfermé, ils ont décidé de faire une petite recherche de leur âme sœur. Donc, forcément, elle sort du Covid. La sortie du Covid, c'est un processus douloureux pour les valeurs comme Netflix, comme Match Group. Voilà, price to sales reste élevé, donc cette valeur reste chère, encore une fois. Donc, par contre, les marges sont énormes, donc c'est une valeur très rentable. Et les marges en moyenne 15%, c'est vraiment beaucoup. Et zéro dette. Ce que j'aime bien ici, on voit qu'elle hausse l'inflation, tout le monde parle de la dette, on peut privilégier quand même des entreprises qui n'ont pas de dette, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est assez logique de s'intéresser à cette valeur, mais je suis patient. Même s'il casse 70, je ne veux pas me sauter dessus parce que c'est quand même assez compliqué d'acheter une valeur avec PE ratio. Bon, PE ratio, ok, c'est pas très représentatif, mais price to sales, pour moi, elle est quand même assez chère, mais j'ai du mal à imaginer que cette valeur va descendre à 40-45. Ça commence à être un peu trop bon marché pour être vrai, quoi. Voilà, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que on l'a regardé il n'y a pas si longtemps. Voilà, une valeur qui m'intéresse actuellement pas mal, c'est Spotify, parce que cette valeur qui a vécu un véritable crack. Est-ce que ce crack est justifié? C'est une bonne question parce que l'entreprise n'est toujours pas rentable. Bon, Spotify, vous savez, c'est un service pour la musique. Bon, il est assez gratuit. Je pense qu'ils ont du mal un petit peu de monétiser leur audience, mais l'avantage que leur audience, elle est énorme. Et c'est ça qui m'intéresse parce que je privilégie toujours les entreprises qui ont des gros réseaux. Donc notamment aussi dans mon projet d'investissement global dans les metaverse. Pour Spotify, je ne pense pas qu'il y en a énormément du marché à se faire dedans. Mais je pars toujours du principe que avoir une grande audience pour un projet, c'est excellent. Parce que dès qu'ils commencent à trouver une façon de monétiser cette audience, ils vont devenir très riches. D'ailleurs, je veux vous rappeler l'histoire un petit peu que la Meta, en fait, ou Facebook, ils ont démarré exactement avec ce problème. Facebook, il restait très longtemps sous-valorisé quand on l'a fait après son IPO, parce que justement, ils n'arrivaient pas à monétiser leur audience qui était énorme, qui a dépassé à cette époque-là 1 milliard de personnes. Et dès qu'ils ont trouvé un modèle de monétisation, pour ne pas rendre leur service payant, bien évidemment, parce que c'est ça l'enjeu. Parce que dès que tu commences à devenir payant, tu vas tout de suite perdre beaucoup d'audience. Et visiblement, Spotify, ils font face à peu près au même phénomène. Mais il y a aussi de la concurrence, parce qu'aujourd'hui, moi, typiquement, je n'utilise pas parce que j'ai une souscription à YouTube Premium.
qui est bien plus cher, mais par contre j'ai d'autres services que j'en ai besoin et du coup c'est complémentaire, vous voyez. Donc je ne sais pas après comment elle gère, je ne fais pas partie de l'équipe marketing de Spotify, mais il reste quand même une entreprise qui possède une énorme réseau. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est quand même une entreprise sur laquelle il faut garder un œil. Et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Voilà, donc cette entreprise n'est pas rentable, donc du coup c'est pas grand chose, on va pas voir beaucoup de choses sur les ratios, mais il a chuté, mais vraiment chuté très fortement ce dernier temps, et pourtant il a publié pas trop mal. Donc vous voyez le PE ratio actuellement donc est de 250 parce qu'il gagne rien. En fait, visiblement, il sort sur le profit, mais les profits sont minuscules. Price to sales en dessous de 2, donc c'est vraiment pas du tout la société de croissance. Les marges sont faibles, ce qui est normal parce que, encore une fois, leur business model pour l'instant n'est pas fine-tuné correctement, et les rentabilités sont nazes. Voilà, donc à voir. Mais vous voyez, ils ne sont plus négatifs comme c'était le cas, en moyenne sur les 5 ans. Pourtant, la croissance est là. Donc c'est clairement une société de catégorie C, donc la société de croissance. Et la dette qui me gêne un tout petit peu, mais dans tous les cas, vu leur audience, vu leur puissance, en fait, force de frappe, je pense que cette entreprise sur laquelle on devrait faire attention, au moins garder dans la liste. Pour l'instant, moi, je n'ai pas acheté, donc je réfléchis si c'est pas le moment. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Spotify, mais pour moi, c'est une entreprise qui a quand même beaucoup de potentiel. Voilà, maintenant nous allons parler d'une entreprise que j'ai déjà dans mon portefeuille et sur laquelle je suis en moins-value mes amis. Pas une grosse moins-value, mais quand même j'étais patient, je suis rentré un bon moment je trouve. Et maintenant le moment il est encore meilleur. Et donc du coup, je l'ai renforcé en plus. Je l'ai renforcé hier, je ne sais plus quand, mais en tout cas quand elle était au plus bas, en tout cas dans les cours récents, elle était au plus bas, c'est PayPal. PayPal, bon, c'est un peu vieux, ça commence à se prendre la poussière, c'est une des premiers systèmes de paiement en ligne, et PayPal, en fait, aujourd'hui, ça reste une valeur très rentable, mais pour moi, justement, cette valeur, elle bascule de la catégorie C, des entreprises de croissance, dans la catégorie B, solide, rentable, et presque une entreprise value, vu le cours, comment elle est chutée depuis, je sais plus quand, depuis le septembre de l'année dernière. Vous voyez, on était à plus de 300, maintenant, on est à 85. Vous voyez, quelle claque on peut prendre quand vous achetez, quand vous investissez dans une valeur survalorisée. On va voir d'autres exemples qui sont encore plus frappants aujourd'hui, mais PayPal, c'est quand même une entreprise de qualité, elle était une entreprise de qualité quand elle était au-dessus de $300. Et maintenant, ça reste toujours une entreprise de qualité, mais sauf qu'à 300, elle était trop valorisée. C'est là d'où vient le raisonnement qu'il faut acheter les belles entreprises au bon prix. Voilà, PayPal, c'est un excellent exemple. On va regarder très rapidement les ratios. Donc voilà, pour les entreprises de croissance, nous arrivons déjà à PE ratio qui est raisonnable, on est en dessous de 30. Bon, pour PayPal, c'était rare, en fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça. On est en dessous de 4 sur le price to sales, donc ça veut dire que leur chiffre d'affaires, en fait, leur market cap, c'est moins de 4 ans de chiffre d'affaires, c'est normal. Les marges sont très bonnes et les rentabilités sont de très bonne qualité, donc c'est une solide entreprise rentable. Voilà, après, la dette, elle est faible, moins de 40%. De fonds propres et à court terme, ils n'ont aucun problème. Malheureusement, ils ne versent pas les dividendes. En fait, sur PayPal, on peut encore avoir des corrections, même si on s'est déjà pas mal corrigé quand même. On est revenu à la normale, en fait, mes amis. En fait, grosso modo, depuis le départ des post-Covid, là, on est revenu tout simplement à la normale. Parce qu'ici, on avait des rêves sur que toute l'économie va passer en numérique, en Internet. C'est déjà eu le cas. En fait, Covid, il a eu son phénomène, il a eu son effet sur l'économie, il est toujours présent. Et maintenant, on est revenu à la situation avant Covid. Est-ce que c'est légitime? Et même au pire moment de Covid, regardez. Je ne pense pas que c'est légitime, pour être honnête, parce que c'est vrai que Covid a beaucoup changé le business, donc qui est passé largement côté en ligne par rapport à ce que c'était avant. Donc, et PayPal, c'est un bénéficiaire évident de tout ce phénomène. Et aussi, c'est aussi un petit pari sur les cryptos parce que ils ont ça comme projet. Voilà, PayPal, moi je vote pour, j'ai déjà dans le portefeuille et je vais les renforcer. Bon, je vous ai promis qu'on va voir des exemples bien pires que PayPal aujourd'hui. Eh bien, c'est Teladoc, c'est un spécialiste de la médecine en ligne. Donc, c'est une chouchou de Cathie Wood dans laquelle il investissait comme une folle. Et là, c'est vraiment une tragédie pour certaines personnes. Donc, en fait, j'ai même pas envie de faire des blagues, de faire du humour là-dessus, parce que j'imagine que beaucoup de personnes, beaucoup de particuliers ont investi ici, sous influence de Cathie Wood, sous influence de sa gestion absolument irresponsable de gestion des risques, je veux dire, gestion des risques de portefeuille. Je suis désolé d'être un petit peu comme ça, mais je trouve que quand la personne comme ça, elle gère l'argent des autres,
C'est un peu dommage, ce n'est pas un hedge fund, ce sont des ETF qui sont accessibles à beaucoup de personnes, notamment des particuliers, quoi. Et elle faisait n'importe quoi dès le début. Je suis désolé d'être encore une fois assez agressif par rapport à cela. Personne ne disait rien le temps qu'elle gagnait de l'argent, comme ça arrive malheureusement souvent dans le monde capitalistique. Aucun régulateur ne disait rien. Et maintenant, on voit les résultats. Elle a investi que dans la catégorie D, catégorie C, dans des entreprises qui vendaient que du vent, que des rêves. Et voilà, on voit que maintenant, ça a chuté. Vous imaginez quelqu'un qui a acheté ici à 300, au maximum 310, et maintenant, elle est à 30 $. Cette entreprise, en fait, elle est pas mal, en fait, mais le secteur, déjà le secteur n'était pas mûr. Pour moi, le secteur de la télémédecine, il avait tout sauf de visibilité. Donc, il y a tout à prouver, en fait, déjà à la base de ce domaine. Est-ce que ça, théoriquement, peut marcher? Donc, peut-être dans l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, certainement, ça sera le cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le monde de 2022, il est prêt pour la télémédecine? Je ne sais pas. C'est une grande question. Ensuite, Teladoc, elle était, à ma connaissance, jamais rentable. Donc, à chaque fois, elle brûlait du cash. Et il faisait des belles promesses, finalement. On voit le résultat. Donc pour l'instant, je suis à l'écart toujours. Seule chose qui m'intéresse ici, c'est probablement le short squeeze. Parce que maintenant, tout le monde a shorté. Là, le jour quand j'enregistre cette vidéo, vous avez bien vu, c'est 48% presque de baisse après les résultats. Mais catastrophiques, en fait, ce qu'ils ont publié. J'ai fait un post encore une fois sur Telegram, vous pouvez aller le voir. Et maintenant, on revient à peu près à ses débuts, en fait, en 2017, quand ça valait rien du tout. Et pour moi, ça peut descendre encore, parce qu'avec des résultats comme ça, on peut aller voir 20, 15, 10, 5, voilà. Et jusqu'au moment qu'ils seront short cash, et voilà, c'est fini. Pour moi, Teladoc, c'est soit une idée spéculative avec des options, encore une fois, Option Invest, vous pouvez la rejoindre, comment jouer ce genre de stratégie, ou bien si elle va descendre jusqu'à 5, vous pouvez faire les options presque en direct avec l'action, en achetant des penny stocks, à voir. Short squeeze est possible. Encore une fois, seul intérêt je vois dans cette entreprise actuellement, fondamentalement, elle ne nous offre rien du tout, mais vraiment rien du tout. Maintenant, une autre valeur que je n'ai pas encore dans mon portefeuille, qui a eu un parcours boursier, mais vraiment catastrophique presque, c'est Beyond Meat, c'est le producteur de viande végétale. C'est un sujet qui m'intéresse d'ailleurs parce que moi j'essaie d'être végétarien, je mange très peu de viande, j'ai quasiment entièrement renoncé. Et Beyond Meat, c'était une valeur que je suivais, et en fait je l'ai trouvé toujours très cher. Je vous ai parlé aussi dans une des vidéos de ce canal en fait qui était entre 120 et 160, où il sortait de temps en temps, en fait, de larges corridors dans lesquels le cours évoluait, et pour moi c'était toujours très cher. Maintenant nous nous approchons au niveau de 30, si vous regardez bien, et en dessous de 30 je vais acheter, je vais commencer à accumuler, parce qu'entre 30 et 25 c'est la zone de son IPO. Je crois que l'IPO était à 25 $ et il s'est ouvert à 41 parce que l'époque c'était super hype, et donc pour moi c'est un niveau auquel on peut effectivement commencer à s'intéresser de cette entreprise qui reste encore pas rentable, mais par contre ils ont beaucoup de contrats en fait. Pour moi, contrairement à Teladoc, je pense que le monde est prêt sur le coup, parce que beaucoup de personnes veulent renoncer à la viande comme moi, et Beyond Meat ça fait partie des valeurs qui sont très bien positionnées pour surfer sur cette mode en quelque sorte pour la viande végétale. Et ils ont beaucoup de contrats, surtout avec les McDonald's, avec les fast-food, etc. Parce qu'il y a beaucoup de burgers, surtout dans le monde anglo-saxon, qui sont faits avec justement des burgers de Beyond Meat. On voit maintenant que déjà les price to sales deviennent plus raisonnables, donc 5, ça reste cher. Hein. Mais quand ça va être en dessous de 30, ça va être moins. Donc les marges ne sont pas énormes, mais c'est quand même un business où je ne m'attends pas à des marges extraordinaires non plus dans ce business. Et pour l'instant, elle est déficitaire cette entreprise, mais c'est encore une fois, c'est une catégorie D presque, parce que pour l'instant, elle ne gagne pas de l'argent, et il a quand même beaucoup à prouver, mais la dette, elle est juste gigantesque, donc ça, il faut aussi voir. Par contre, c'est vrai qu'avant de faire cette présentation, je n'ai pas fait attention que la dette, elle était tellement énorme. Pourtant, vous voyez, il y a un phénomène qui me surprend, c'est que current ratio, c'est à plus de 11, ce qui veut dire qu'ils ont énormément de cash pour le court terme, mais à long terme, ils ont quelque chose de gigantesque. Il faudra que je creuse un peu plus avant que j'investisse. Vous voyez, vu que je n'ai pas encore investi, je ne suis pas encore allé très loin dans l'analyse, mais c'est vrai que 852% de fonds propres pour la dette, ça me refroidit quand même pas mal par rapport à cette valeur.
Voilà, Beyond Meat, je suis intéressé, mais pour l'instant, c'est pas encore mon point d'entrée. Voilà, à la fin de cette vidéo, en fait, j'aimerais bien vous parler plus des semi-conducteurs, parce que c'est un sujet large, évidemment, je ne veux pas faire un tour de tout le secteur, mais je vais vous parler uniquement des entreprises que moi je trouve déjà comme des opportunités, et pourquoi les autres qui sont encore plus connus, encore plus hypés, je ne trouve pas nécessairement que ce sont des opportunités. En fait, il faut séparer ce secteur en deux parties. Pour moi, c'est un secteur d'avenir, sans aucun doute. Pour moi, vraiment, comme je dis parfois, et on me critique pour ça sur Telegram, que pour moi, c'est le pétrole du XXIe siècle. On aura besoin de semi-conducteurs, quoi qu'il en arrive. On peut en parler que, par exemple, les secteurs comme minières, qui sont maintenant recherchés, le gaz, les armements, par exemple, avec la guerre en Ukraine, qui sont très recherchés, mais ça, c'est conjoncturel. Par exemple, pourquoi on recherche des values également. Ça peut durer un certain temps, mais par contre, les semi-conducteurs, pour des années, voire des décennies à venir, on en aura besoin partout. Et donc, c'est un investissement clairement bien réfléchi, clairement sans de point de vue de votre stratégie de long terme. Après, encore une fois, il ne faut pas tomber dans un piège comme on a vu pour PayPal. Donc, belles valeurs doivent être valorisées correctement pour que ça devienne une opportunité. Et donc, il faut bien séparer les valeurs qui sont survalorisées, qui restent survalorisées, malgré parfois déjà les chutes qui ont eu lieu, et il y en a d'autres qui deviennent vraiment intéressants. Là, je vais commencer par les valeurs les plus connues, que moi je trouve quand même encore trop chères, largement trop chères. Et donc évidemment, la première c'est Nvidia, ça c'est la catégorie A, c'est la seule semi-conducteur que j'ai mis dans la catégorie A. Et donc ici, vous pouvez voir, c'est vrai que ça chutait. Je regarde très rapidement, je ne vais pas regarder toute l'analyse technique. On était à plus de 330 $ par action, maintenant on est seulement à 188. Et donc, mais par contre, si vous regardez les ratios, l'entreprise reste extrêmement méga chère. On est à 50 sur le PE, on est à 17 ans de chiffre d'affaires pour justifier ce market cap. On a évidemment des marges énormes, on a des rentabilités énormes, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de semi-conducteurs qui ont des marges et qui donnent des rentabilités comme ça. Je sais que Nvidia prend la place à part entière dans le secteur, c'est pour ça qu'elle fait partie de la catégorie A. Je veux avoir cette entreprise, j'ai un tout petit peu d'action, mais vraiment une position minuscule parce que je sais qu'elle est encore très chère pour investir. Voilà, donc c'est juste très rapidement. Je vais vous montrer encore quelques exemples des entreprises aussi qui sont excellentes, mais je trouve extrêmement chères. C'est par exemple Xilinx, vous la connaissez aussi certainement, 52 PER, donc vous allez voir à peu près les mêmes ratios comme pour Nvidia. Mais voilà, 13 sur le price to sales, donc après les rentabilités sont énormes. Mais d'ailleurs, beaucoup moins que Nvidia. Pour moi, ce sont des valeurs personnellement que je trouve extrêmement chères. Voilà, par contre, maintenant, je vais vous montrer d'autres semi-conducteurs qui sont beaucoup plus intéressants de point de valorisation et qu'elles ont chuté également. Pour avoir ce passage un petit peu soft, je vais vous montrer Texas Instruments, c'est une valeur excellente, je trouve. Et là, on voit aussi les chiffres qui sont quand même assez impressionnants de point de vue valo. PE ratio, ça va, mais price to sales reste assez élevé. Donc les marges sont gigantesques, mais regardez les rentas, c'est vraiment impressionnant. C'est rarement que j'ai vu ça. 40% de la dernière rentabilité, si on tient compte de la dette, et 34% en moyenne sur 5 ans. Donc c'est vraiment énorme. Pas beaucoup de dettes, énormément de cash pour couvrir les revenus court terme, les dettes court terme. C'est une entreprise vraiment excellente. Et c'est une entreprise qui a fait quand même un gros pullback sur les marchés financiers, vous pouvez le voir. Évidemment, c'est lié aux pénuries, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut expliquer par ce phénomène, mais cette entreprise tient bon parce que justement les rentabilités sont juste impressionnantes. Voilà, maintenant AMD, c'est probablement une des meilleures, celle qui m'intéresse probablement le plus, mais je l'attends quand même, j'essaie d'être patient, ça fait plusieurs fois que je me suis trompé sur AMD. J'avais jamais au bon prix cette entreprise, mais encore une fois, peut-être je fais une erreur, j'attends 74, 70, plus ou moins dans cette zone-là pour commencer à accumuler. Parce que pour moi, techniquement, cette valeur, elle n'a pas encore terminé sa correction. J'hésitais déjà après le 100, parce que le 100, c'était un énorme support, donc on l'a cassé, maintenant on continue à descendre. Donc, il faudrait quand même logiquement peut-être déjà prendre des positions, mais j'essaie d'être un tout petit peu patient, parce que j'ai quand même pas mal de semi-conducteurs dans mon portefeuille. Pour la valorisation d'AMD, on reste quand même sur des valeurs haut de gamme, on va dire comme ça. Donc là, on voit toujours le price to sales de 8, comme pour Texas Instruments, les grosses marges et les rentabilités de folie, tout simplement. Genre, j'ai rien à dire. Par contre, il a pratiquement zéro de dette. Bon,
0,01. Voilà, c'est une entreprise qui n'a pas du tout de dette, qui est super bien pour évidemment dans le contexte de l'inflation, des taux plus élevés que c'était avant. Tout ça pour dire que AMD, je n'ai pas encore dans mon portefeuille, mais j'hésite énormément. Je pense que je vais à un moment donné, je ne vais pas plus tenir, je vais l'acheter. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Dites-moi dans les commentaires. L'AMD, est-ce que c'est le moment ou si on attend encore? Et maintenant, une entreprise Qualcomm dans laquelle j'ai déjà investi et j'ai expliqué pourquoi sur la chaîne Telegram. En fait, je vous ai parlé de ce support qu'elle a testé déjà à plusieurs reprises, autour de 125-126 $. Et moi, justement, en approchant ce support, j'ai commencé à investir pour ne pas faire l'erreur comme les précédentes fois. Et donc maintenant, cette entreprise, comme prévu, là, repart à la hausse, c'est vraiment by the book, l'analyse technique, ça marche super bien. Par contre, pourquoi j'en parle? Parce que cette entreprise commence à être assez intéressante. N'oubliez pas de mettre un like, s'il vous plaît, si ce format de vidéo vous intéresse. Parce que, bon, pour moi, c'est très important d'avoir le retour pour savoir si ce format vous convient le plus. Donc on voit déjà que le PE ratio à 15,5, c'est vraiment raisonnable, plus que raisonnable. Price to sales, 2 fois moins que les deux valeurs qu'on a vues avant. Les marges sont les mêmes, voire plus élevées. Et les rentabilités, encore une fois, les rentabilités de folie. Et en plus, c'est une entreprise qui est un des bénéficiaires de mon cher Metaverse, qui fait partie de sélection des portefeuilles Metaverse. Donc pour moi, je suis à fond. Il y a un peu de dette, c'est peut-être ça qui dérange. Mais en tout cas, avec des rentabilités comme ça, je ne pense pas que ça sera un grand problème pour Qualcomm. Sur Micron, ça c'est une histoire quasiment value, un peu comme Intel d'ailleurs. Et j'ai fait un article sur site-mindthecash.fr, c'est un article premium, vous pouvez rester chercher. Pour l'instant elles sont ouvertes en fait. Pour l'instant j'offre les articles premium parce que je n'ai pas d'abonnement. J'ai fait l'analyse de Micron en octobre justement en 2021, je l'ai investi et je l'ai revendu presque plus haut. Maintenant je suis plus en position et je pense que je vais la reprendre tout simplement parce que Micron à ces niveaux-là, je trouve que c'est vraiment une histoire quasiment value. Et donc là, on va regarder les ratios. Mais par contre, c'est un peu moins solide que ceux qu'on a vu précédemment. Donc on voit déjà tout de suite, les valorisations sont beaucoup plus proches au mode value. Donc on est en dessous de 10 maintenant sur PE. 2 price to sales, c'est vraiment pas cher. Les marges restent importantes. Et les rentabilités en dessous de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais restent quand même stratosphériques. Le problème de Micron, vous pouvez lire l'article, en fait, je vais la laisser dans les commentaires. Pas dans les commentaires, mais dans la description de cette vidéo, qu'il y a quand même pas mal des interrogations par rapport à son avenir, par rapport à sa future place sur le marché des semi-conducteurs. Intel, je ne sais pas si on va regarder les ratios, on a déjà beaucoup regardé, on connaît tout ce qu'Intel, ça m'intéresse, ça sera une de mes valeurs de mon portefeuille, une grosse ligne de mon portefeuille. Il est en retard, il est très en retard, son business model est en train d'être transformé, et c'était un grand concurrent d'AMD à l'époque, parce que AMD il sous-traitait tout, qui c'est devenu, en fait, du coup c'est devenu plus flexible, et AMD s'adaptait plus facilement au monde en mutation permanente. Intel faisait tout en interne. Il est moins perturbé par les pénuries d'ailleurs du coup, mais par contre il était beaucoup moins flexible, toujours en retard un petit peu par rapport à AMD. Et donc Intel a changé le CEO, je crois que c'est depuis des VMware qu'elle est venue, et maintenant ils sont en train de transformer leur business model, justement ils font plus de sous-traitance. L'entreprise elle est vraiment pas chère. Moi j'ai investi, je renforce, je vends des options, je fais des stratégies optionnelles. Qu'on voit, Option Invest, si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Donc du coup, ça c'est une des lignes majeures, en fait. Pas une ligne majeure, pour l'instant c'est pas un poids qui est même raisonnable sur Intel, mais je vais augmenter si nécessaire. Voilà, donc mes amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Demain, c'est le café de dimanche. On va parler de la macroéconomie, des grandes tendances boursières. On va faire notre point hebdomadaire traditionnel. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un like. Pour moi, c'est super important. Si vous voulez soutenir la chaîne Mind the Cash, vous avez un moyen de le faire, une donation. Et donc là, je vous attends sur mes réseaux sociaux, sur Telegram, sur mindthecash.fr pour qu'on puisse rester en contact toute la semaine. Allez, à bientôt. Bye bye, Mind the Cash.